La pluie, contrôleur général de la qualité des infrastructures routières au Burkina Faso, une pensée populaire qui s'est encore vérifiée. Les routes construites dans le cadre du 11 décembre à Banfora n'ont pas tenu après le passage de la première pluie. Le constat dans un instant. Alors qu'on pensait la photographie classique obsolète depuis l'avènement du numérique, ces dernières années, il y a une sorte de renaissance. La photographie s'est réinventée avec des jeunes qui débordent d'imagination et arrivent à faire de ce métier un gagne-pain. Zoom dans cette édition sur Jonas Yameogo et Hussein Sawadogo, deux jeunes passionnés de la photographie qui gagnent très bien leur vie. Enfin, les étalons juniors qui prennent la tête du groupe B après leur brillante victoire hier face aux fauves de la Centrafrique. Avec cette performance, les étalons prennent une option sérieuse pour les quarts de finale. Retour en images sur ce match en fin d'édition. Voici pour les titres. Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Prenons tout de suite la direction de Banfora, ville hôte des festivités du 11 décembre 2020. Les routes construites dans le cadre de la célébration n'ont pas tenu après le passage de la toute première pluie, et ce, 2 mois seulement après leur réalisation. Des infrastructures qui étaient pourtant jugées de qualité par les autorités et la mission de contrôle. Le constat avec notre correspondant sur place à Banfora, Cédric Wilfried Mabio. 2 mois à peine après le 11 décembre 2020 à Banfora, les travaux jugés de qualité par le gouvernement et les différentes entreprises de contrôle sont contredits dans leur verdict par la toute première pluie qui s'est abattue sur la ville dans la nuit de ce mercredi 17 février. Pour le bitume dit renforcé, pas besoin de tester avec le doigt. La pluie nous permet de faire le constat à l'œil nu. Dans cette concession, Ouattara Bessiri a vu le passage menant à son domicile complètement coupé. Lui et les autres locataires ont dû se construire un pont de fortune. Dans la nuit du 17 au 18 février 2021, en tout cas, on a reçu une forte pluie que les gens appellent communément pluie de mangue. Alors, vous-même, vous voyez, comme les infrastructures du 11 décembre n'étant pas encore terminées, ça continue toujours sur tous les fossés et autres. Alors, vu en tout cas les cailloux qui se trouvent devant notre porte, ils étaient en train de concasser ça avec des vieux pneus. Et en temps, ils sont portés disparus. La pluie est venue, ces vieux pneus qu'on avait enfermés avec de la terre dans le fossé. C'est comme si la pluie a amené les ordures des autres côtés pour les déposer sur ces pneus. Donc, ce qui a amené l'eau à en tout cas couler sur le goudron. Et vous allez constater vous-même avec nous que le goudron est en train de partir. C'est vrai, à quelques 1 mois, 2 mois du 11 décembre Banfora 2020, vous voyez le visage actuel de ces infrastructures routières. Ici, au secteur 5, les élèves de cette école primaire sont exposés à ce gros fossé creusé par l'eau de ruissellement. Certes, les travaux sont en cours pour certains sites, comme nous le fait savoir des agents de la direction régionale des infrastructures que nous avons rencontrés, sillonnant les chantiers impactés. Cependant, une question taraude la tête des Banforalais et Banforalaises. Si une seule pluie a pu produire de tels résultats, que nous réserve la saison pluvieuse qui s'annonce. Et suite aux images de la dégradation de ces infrastructures qui ont fait le tour de la toile, le ministère des Infrastructures est sorti de son silence à travers un communiqué dans lequel il estime en substance que les infrastructures n'ont pas encore été officiellement réceptionnées et que les entreprises en charge des travaux sont toujours à pied d'œuvre pour les achever. Par ailleurs, le ministère assure qu'une de ses équipes techniques va s'atteler à faire les corrections nécessaires de ce qui a été dégradé par la pluie. C'est une rencontre très importante qui était attendue par les transporteurs. La raison, ils se sentent oubliés dans la répartition des fonds Covid-19 annoncés par le président du Faso pour faire face au choc de la pandémie.
Et le moins qu'on puisse dire, les échanges avec le ministre des Transports, Vincent Dabilgou, ont été francs et directs. Les discussions qui se sont également appesanties sur le fonds de garantie pour le renouvellement du parc auto du Burkina Faso et surtout l'épineuse question de la réouverture des frontières terrestres. On voit tout ceci avec Kwame Hervé Dapa. C'est une réunion qui a avorté au moins une fois. Mais ce jeudi, le ministre du Transport est bien là. Autour de la table, des représentants d'associations des transporteurs terrestres. Les échanges vont être francs. Ils vont concerner le fonds Covid-19 destiné à soutenir un secteur malmené par la pandémie. En mars 2020, tous les bus sont presque aux arrêts suite à une décision du gouvernement pour limiter les contaminations. Au même moment, il est demandé aux sociétés de transport de ne recourir à aucune suspension de contrat de travail et d'éviter tout licenciement. En échange, des mesures sont annoncées. Le Burkina Faso a décidé que pour les 3 mois de cotisation sociale, de salaire, on allait prendre en charge à 70%. Alors nous avons fait l'ensemble de la documentation, nous avons travaillé, on a déposé, c'est le ministre du Commerce qui devait être notre intermédiaire au niveau donc, du ministre de l'Économie, et ils vont aussi s'expliquer pour que nous puissions savoir où ils en sont. Est-ce que les dossiers sont arrivés? Et quelle est la part donc, du secteur des transports? Est-ce que nos dossiers sont bons? Les dossiers sont transmis au ministère du Commerce, le transport étant aussi une activité commerciale, puis au ministère de l'Économie et des Finances. Et c'est le blocage, pour 2 raisons évoquées. Les travailleurs ne seraient pas déclarés à la CNSS et plusieurs sociétés de transport ne seraient pas à jour de leurs impôts. Comment je n'ai pas encaissé pendant 3 mois et on me demande de venir payer un impôt? Tout le monde sait que nos entreprises vivent au jour le jour. On n'a pas besoin de faire de la sorcellerie. Les gens ont du mal à payer les dettes en banque, à payer les salaires, à payer le carburant, à payer les charges d'exportation, les impôts, et c'est au quotidien. Donc quand il y a un arrêt de 3 mois, l'impact il est indéniable. Personne n'a besoin de faire un bac plus simple pour comprendre ça. Et un autre représentant des transporteurs de renchérir en pointant du doigt le double langage des autorités. Quand vous nous demandez quelque chose, nous nous empressons de le faire et de respecter ce que vous dites. Mais quand l'État aussi prend des engagements, dites à vos démembrements de respecter quand même la parole aussi de l'autorité de l'État. Le message semble avoir été saisi et reçu par Vincent Dabilgou. Il faut bien qu'on règle cette question-là dans ce mois-là. Voilà, il faut absolument qu'on règle cette question-là. Sinon, on va se transporter sur le président du Faso, moi avec mes structures. Parce que nous allons lui dire que, bon, vraiment, nous avons respecté ce qu'il nous a demandé de faire. Et j'ai été un intermédiaire. Les gens ont été disciplinés sur cette question-là. La quarantaine a été respectée comme le président du Faso l'a demandé. Donc ce n'est pas normal que par rapport à notre sous-secteur-là, jusque-là, nous n'ayons reçu aucun franc dans l'ensemble des fonds qui ont été dégagés par le président du Faso pour réduire l'impact de la Covid dans notre pays. Ce n'est pas normal. 2 autres sujets importants seront débattus. Les conditions d'obtention du fonds de garantie pour le renouvellement du parc auto du Burkina Faso et la réouverture des frontières terrestres fermées au sein de l'UEMOA à cause de la Covid-19. Vincent Dabilgou dit multiplier les réunions avec l'UEMOA et les pays voisins pour que la situation soit rétablie dans les toutes prochaines semaines. Eh bien, la pandémie de la Covid-19 qui a affaissé l'économie mondiale et qui continue sa funeste avancée au Burkina Faso, la Covid-19 est loin d'être vaincue. Aux côtés de l'État burkinabé pour mener la lutte, la principauté de Monaco qui octroie un lot de matériel de lutte contre la maladie à la Brigade nationale des sapeurs-pompiers du Burkina. Ce matériel, d'une valeur d'environ 30 millions de francs CFA, devrait permettre aux soldats du feu d'intervenir dans des milieux infestés. Madina Sidou. Du matériel de lutte contre la Covid-19 pour protéger les agents de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Composé entre autres de thermomètres infrarouges, de masques, de solutions hydroalcooliques et de sacs poubelles, ce don est de la principauté de Monaco. Un don qui vient encourager le personnel de la brigade dans les services de secours d'urgence. Les pompiers interviennent, comme le ministre d'État l'a dit, sans savoir si les victimes auxquelles nous portons secours sont contaminées ou pas. Donc déjà, les masques et autres, et les gants que nous devons porter, nous en consommons énormément. Donc nous avons besoin donc de soutien. En plus, ces équipements
que vous voyez, qu'un de nos éléments apportés, permet d'intervenir dans un milieu infesté. Donc ça veut dire que si la situation s'aggravait et que les sapeurs-pompiers sont appelés à intervenir dans un milieu hospitalier ou dans un milieu infesté, nous n'allons pas refuser d'intervenir. Nous allons intervenir, mais en tout cas, il faut assurer un minimum de sécurité. Cette remise de matériel de protection et de lutte contre la Covid-19 s'inscrit dans le cadre de la Convention de coopération 2020-2023 signée en octobre 2020 entre la BNSP et la Principauté de Monaco. En 2009, lors de mon premier passage à la tête de ce ministère, nous avions signé la première convention de coopération avec la Principauté de Monaco. Et je suis heureux de constater que le bébé a grandi, que depuis lors, il y a eu d'autres conventions qui ont été signées, et la dernière datant d'octobre 2020, et qui ont permis d'équiper substantiellement la Brigade nationale des sapeurs-pompiers du Burkina Faso par la Principauté de Monaco. Ce que nous avons vu ici est un échantillon, mais comme cela a été signalé, beaucoup de véhicules ont été dotés à notre brigade. Outre le matériel de protection et de lutte contre le coronavirus, la BNSP a reçu du matériel d'équipement composé de moteurs et de véhicules. Coût du don, environ 30 millions de francs CFA. Eh bien, en plus de la crise sanitaire, l'État burkinabé se bat également sur d'autres fronts, notamment celui de la sécurité. Et pour l'Est, l'une des régions du pays les plus affectées, une étude a été commanditée par le gouvernement burkinabé avec pour objectif de disposer de données précises sur la dégradation de la situation sécuritaire liée au terrorisme dans cette partie du pays, une région jugée trop vaste selon l'étude qui a procédé à des recommandations dont la révision du maillage sécuritaire. Le rapport entier a été remis au Premier ministre Christophe Dabiré. Plus de précisions avec le contrôleur général de police Dieudonné Ouattara. Il est le secrétaire permanent du Centre national pour la coordination du mécanisme d'alerte précoce et de réponse. Nous avons pu effectivement mettre en exergue les facteurs de vulnérabilité de la région. Nous avons pu également mettre le doigt sur les déterminants et en tout cas de la montée de l'insécurité dans la région. Nous avons pu également mettre en exergue les difficultés des acteurs sur le terrain et nous avons pu également mettre en exergue les difficultés au niveau du développement de la région. Et c'est suite à ces constats-là que nous avons pu faire des recommandations. Les recommandations, nous les avons regroupées effectivement en 4 blocs. Il y a les recommandations sur le dispositif sécuritaire, et où nous demandons effectivement, compte tenu que la région est vaste, de revoir un peu le maillage sécuritaire, également d'opérationnaliser plus les FDS en moyens roulants et même en tout ce qui a comme moyen pour pouvoir être beaucoup plus opérationnel. Également au niveau de la participation communautaire de la cohésion sociale, notamment les VDP, selon les recommandations, parce que, comme je l'ai dit, ça a été participatif. Au niveau de la région, les gens ont souhaité que les VDP soient dans chaque village, parce que les gens ont constaté les rapports. Ils ont demandé qu'on puisse permettre en tout cas l'installation de ces VDP dans chaque village, et également les équiper pour qu'ils puissent effectivement jouer leur rôle, en tout cas dans cette lutte commune. Également, il y a les recommandations concernant la participation communautaire, comme je l'ai dit, et le respect des droits humains dans cette lutte. Donc, il y a des recommandations que nous avons eu à faire dans ce sens. Et il y a également des recommandations concernant le développement de la localité. Parce que l'une des difficultés qui a été constatée, c'est effectivement l'enclavement de la région et peut-être des zones non développées. Donc, nous avons fait des recommandations dans ce sens pour que ça soit pris en compte. Et nous avons effectivement fait une recommandation pour que la mise en œuvre de ces recommandations soit suivie par un comité
qui sera logé au niveau de la primature pour pouvoir suivre ces recommandations. Et ce qu'il faut rappeler, au niveau de ces recommandations, nous avons identifié les acteurs de mise en œuvre de ces recommandations, les acteurs et les structures auxquelles ces recommandations sont adressées, nous avons effectivement signifié. À présent, le grand format de cette édition qui nous plonge dans l'univers du métier du photographe nouvelle génération. Fini le temps de la pellicule, la photographie est désormais entièrement numérique. Et le numérique, justement, qui a plutôt révolutionné le domaine alors qu'on pensait que la profession était à l'agonie. Aujourd'hui, la photographie s'est réinventée. Mariage, anniversaire, couverture, photos dans les événements officiels. Toutes les occasions sont bonnes pour faire appel aux professionnels. Parmi eux, 2 jeunes Burkinabés qui gagnent parfaitement leur vie grâce à l'activité. Allons à la découverte de Jonas Yameogo et de Hussein Sawadogo. Et c'est un dossier signé Arsène Konditamné. Ces jours de travail pour Hussein et son équipe. Avant le début du mariage pour lequel ils sont à la mairie de Ouagadougou, il faut d'abord bichonner les appareils, outils indispensables pour un travail de qualité. Cet appareil est un Canon 5D Mark IV qui nous donne des images de très haute résolution. Voilà, en photo comme en vidéo. C'est comme tout autre secteur d'activité. C'est la puissance de vos appareils qui vous donne certaines qualités de travail. Hussein fait partie de la nouvelle génération de photographes. Celle qui a su profiter du numérique pour redonner de la cote à un métier qu'on pensait ringard avec l'arrivée des smartphones. À une certaine époque, on voyait le photographe comme celui qui a échoué dans un domaine particulier. Mais maintenant, depuis un bout de temps, on voit qu'il y a de l'engouement autour du métier. Ce qui fait la différence avec nous, c'est, je peux dire que nous sommes venus à un moment où on a de la facilité avec le numérique. Voilà. Donc, on peut dire c'est notre moment, c'est notre sasa. Donc, on profite de notre moment. Alors étudiant au département de communication et journalisme de l'université Joseph Kizerbo, il quitte les amphithéâtres et se met définitivement derrière l'objectif en créant son entreprise Vision Associée. Une équipe de 9 personnes, chacun avec un savoir-faire bien précis. Donc c'est ensemble que nous conjuguons nos efforts pour que Vision Associée survive. Moi je rends grâce à Dieu, je vis de mon métier, on arrive à supporter les différentes charges, donc il n'y a pas de problème particulier. Comme Hussein, Jonas est un autre passionné de la photographie. Derrière son appareil, l'homme donne tout pour satisfaire une clientèle de plus en plus exigeante. Le numérique, c'est son dada, l'une des clés de son succès, des appareils performants et la maîtrise des logiciels de traitement d'images. Chacun devrait s'adapter au fur et à mesure à la technologie. La photographie d'avant n'est pas la photographie d'aujourd'hui. Nous ne travaillons plus avec des pellicules, mais avec des cartes mémoire. Et des appareils qui n'ont pas les mêmes capteurs que les appareils de 1980 ou bien de 1950. Et aujourd'hui, c'est comme je le disais tantôt, c'est pas faire les photos aussi que les gens veulent, mais il faut savoir y travailler les photos. Au-delà de cela, Jonas essaie toujours de libérer son génie créateur. Pour chaque sollicitation, une prestation adaptée au goût du client. Donc on ne me regarde pas, on se regarde comme si, voilà, on est un peu perdu dans la nature. Ah, venez, dis que tu recules avec eux. Il y en a qui vont aller faire arrêter un client, un sujet. Bon, c'est lui qui va savoir ce qu'il va faire pour que lui il fasse juste les photos. Alors que nous, on essaie au fur et à mesure de créer des positions ou bien peut-être de prendre des idées avec d'autres photographes pour pouvoir reproduire. Et c'est ça qui fait aussi également que, voilà, il ne faut pas faire pratiquement du copier-coller. C'est un magicien de l'image. Il sait travailler, il sait exploiter n'importe quel cadre. Que ce soit à la maison, que ce soit en studio, que ce soit au bord de la voie, que ce soit dans un événement, n'importe quel cadre. Après, quand il vous ressort les images, souvent même vous n'en revenez pas, quoi. Ouais, c'est extraordinaire. Exemple, à mon mariage, il y a des photos qu'on a prises à l'hôtel ici, à Ouaga 2000. Et quand on a commencé à publier sur nos statuts, il y a des amis qui nous demandent, mais ça c'est à Ouaga, vous avez pris ça? On dirait en Europe, les arbres, on dirait des sapins. Au cœur de la stratégie de ces photographes 2.0, les réseaux sociaux. Moyen de communication par excellence pour promouvoir leurs activités. C'est par ce canal que les photographes sont contactés par la plupart de leurs clients.
Voilà, les réseaux sociaux pour moi représentent beaucoup parce que nous avons eu à faire, toutes nos activités sont publiées, sont diffusées sur les réseaux sociaux et c'est par ce même canal que beaucoup viennent à nous, voilà, pour solliciter nos différents services. Personnellement, je peux dire que plus de 75% de mes clients viennent des réseaux sociaux. C'est le travail bien fait, le client accepte, tu publies et les retours viennent. Voilà, j'ai vu vos publications sur Facebook, sur Instagram, j'ai vu votre statut, est-ce que vous pouvez me faire ça, est-ce que vous pouvez me faire, voilà, ainsi de suite. Donc je pense que les réseaux sociaux, ils sont pour quelque chose. Et c'est ça d'ailleurs aussi que peut-être nos aînés n'ont pas. La photographie est aussi un métier de réseau. Pour ce mariage par exemple, Hussein a été recommandé à la mariée par sa dame de compagnie, une ancienne cliente qui avait été satisfaite des prestations de vision associées. Depuis le mariage, après avoir reçu les photos et les vidéos, tout mariage auquel je participe, je le recommande parce qu'on a été satisfait. Il s'est bien comporté avec moi. Donc, la seule chose que je puisse faire, c'est le recommander. Et je pense que si vous travaillez avec lui, ça va bien se passer. La photographie est un métier has-been il y a peu, mais qui a maintenant le vent en poupe. Des dires de ces photographes, le métier nourrit bien son homme et les coûts de leurs prestations varient en fonction des demandes du client. La technologie évolue très vite et la plus grande exigence dans ce métier, c'est de savoir évoluer avec elle. Nous sommes mi-février et bientôt ce sera la période chaude. L'Office national de l'eau et de l'assainissement ONEA s'active pour éviter des corvées d'eau aux populations. À Boussé, commune située à une soixantaine de kilomètres de Ouagadougou, la nationale de l'eau a lancé les travaux de réalisation de 4 forages, un projet financé par le Royaume du Danemark. Arsène Kontambi. De l'eau pour soulager les populations de la commune de Boussé. Sur les 7 forages que compte la ville, seulement 2 sont fonctionnels. 4 forages sont en réalisation pour améliorer les conditions d'accès à l'eau potable dans la commune. Ces nouvelles infrastructures vont apporter à la ville un débit cumulé de 320 mètres cubes supplémentaires. Seuls 2 forages sont opérationnels, et produisant donc journalièrement 150 mètres cubes contre une demande quotidienne estimée à 850. Donc vous constatez que le déficit est profond. Et après les 4 forages qui seront réalisés, 5 forages suivront. Et nous espérons en tout cas pouvoir réduire de façon sensible les pénuries d'eau. Un soulagement pour la population de Boussé qui voit ainsi une partie de ses problèmes résolus en attendant que des solutions plus pérennes soient trouvées par les autorités en charge de l'eau. Cette fois-ci, on peut dire qu'avec l'ONEA, nous avons les 4 forages qui sont actuellement en exécution. Et bientôt, il y a 5 forages également qui vont venir. Et tout ça, c'est à haut débit pour alimenter toute la ville. À partir du barrage pour alimenter Boussé, alimenter Goursi, ainsi que Yako, qui connaissent également les mêmes réalités de problèmes qu'à Boussé. Donc, un projet de 13 milliards. Et d'ici 2 ans, nous n'allons plus parler de problèmes d'eau dans la commune de Boussé. Ce projet entre dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action pour la gestion de la période chaude 2021. Pour la réalisation, le Burkina Faso bénéficie du soutien financier du Royaume du Danemark, un partenaire stratégique depuis des décennies. En 2020, nous avons voulu appuyer le Burkina Faso dans la situation avec le déplacement interne, alors la situation sécuritaire, en plus la pandémie de Covid qui a frappé tout le monde, mais ici aussi. Et comme le ministre a dit ce matin, comment est-ce qu'on peut demander aux gens de laver ses mains au savon si on n'a pas l'accès à l'eau? Voilà, c'est pour ça que nous avons mobilisé rapidement l'appui pour ONEA et le ministère de l'eau pour les plans d'urgence, y inclus la ville de Boussé. En plus de Boussé, le Burkina Faso, à travers l'ONEA, bénéficie d'un financement du Danemark pour le renforcement des systèmes d'adduction en eau potable du Kaya, Waiguya, Komissiri et Djibo. Le coût global de cet appui est 2,750 milliards de francs CFA. Sport à présent, et je vous le disais, les étalons juniors du Burkina Faso ont battu hier les Fauves de la Centrafrique sur le score de 3-1 en match comptant pour la 2e journée des phases de groupe de la CAN U20
qui se tient à Nouakchott. Avec cette victoire, les étalons s'emparent de la tête de la poule avec 4 points et sont bien partis pour décrocher leur qualification pour les quarts de finale. Le résumé du match avec notre envoyé spécial à Nouakchott, Luc Pakbelgué. Fauve du bas Ubangui et talent du Burkina Faso, une affiche qui sert de jauge à l'équipe burkinabé. Le Burkina Faso confirme son statut de favori en confisquant la balle à la Centrafrique depuis le coup d'envoi. Éric Chardé s'essaie à ce coup franc que repousse Stéphane Zengba, le portier centrafricain. C'est à ce temps fort, fait une grande possession de balle des Burkinabés et contre le cours du jeu que les Fauves concrétisent une de leurs rares occasions. Profitant d'un centre en retrait de Yangao, Isaac Ngoma ouvre le score pour la Centrafrique. Les étalons encaissent le coup sans pour autant être sonnés. L'égalisation intervient peu avant la pause. Geoffrey Bazier exécute parfaitement ce coup franc. Le Burkina remet les pendules à l'heure pour une parité à la pause. De retour, les poulains de Oscar Barreau poussent et prennent l'avantage sur un corner décomposé. Éric Chardé ne se fait pas prier, il envoie la balle au fond des filets centrafricains. 2-1 pour le Burkina à la 52e minute. Les étalons auraient pu se mettre à l'abri rapidement, mais ont dû composer avec la maladresse de leurs attaquants comme Daouda Belémé qui loupe complètement son plat du pied sur cette sortie hasardeuse de Stéphane Zengba avant d'être à la conclusion de ce coup franc à la 77e minute. Sur l'action, l'attaquant a fait parler sa grande taille en reprenant de la tête ce centre. 3-1 pour le Burkina, un succès qui permet aux étalons de s'emparer des commandes du groupe B en dévançant la Tunisie, vainqueur de la Namibie au nombre de buts marqués. Donc nous leur avons dit qu'il fallait insister, mais être beaucoup plus calme. Eh bien, vous avez dit qu'on a, même en deuxième mi-temps, on a vu des actions de précipitation où il fallait se calmer un tout petit peu. Mais comme on l'a si bien dit, c'est les jeunes qui sont la plupart à leur première participation à une telle compétition. Ben, c'est au fil des matchs qu'ils vont se bonifier et montrer vraiment et respecter les consignes. Les étalons prennent une option sérieuse pour la qualification au quart de finale, mais devraient attendre le dernier match contre la Namibie dans ce groupe B, où tous les scénarios restent possibles. Du foot à la Petite Reine, eux n'ont pas encore débuté leur compétition, mais sont en pleine préparation. Les étalons cyclistes s'activent pour les championnats d'Afrique de cyclisme qui se tiennent en mars prochain en Égypte. Il ne reste plus qu'une dizaine de jours de préparation avant de s'envoler pour le pays des pharaons. C'est à Koudougou, à une centaine de kilomètres de la capitale, qu'ils ont pris quartier, Madizongo et Alexis Belemnaba. 17 février 2021, il est 7h30. C'est déjà les préparatifs pour l'entraînement du jour. À 8h00, c'est le rassemblement. Le DTN, le directeur technique national Martin Sawadogo, est à la commande. Il est entouré des entraîneurs Sana Ilboudo et Jérémy Ouedraogo. Vitesse, résistance, c'est-à-dire qu'on a un échauffement de 15 km. Nous allons travailler la vitesse et la résistance. 15 km. Nous allons faire un échauffement de 15 km 2-2. Les 15 km, c'est la vélocité. Après les 15 km, nous allons faire des séances d'accélération. Les autres, vous gardez l'allure. Après les 30 secondes, les deux partent, ainsi de suite. Ils accélèrent. Et puis, il y a garder l'allure. Nous embarquons avec le boss. Direction d'Idir à 50 km à l'est de Koudougou, capitale de la région du centre-ouest. Pendant que les joueurs sélectionnés s'échauffent, le directeur technique national livre le contenu de la compétition à venir. Ça, c'est aussi la course contre la montre individuelle et puis par équipe. Et aussi, on finit bien sûr par la course en ligne. Donc, ça fait 3 grandes épreuves à la fois. Ceux qui sont sélectionnés, vous avez l'équipement Bassirou, vous avez Sorgo Mathias, vous avez Thomas Paul, bien sûr, et vous avez Monia Bassirou. Et ensuite, il y a Iboudo Aruna, il y a Yarbanga Salifou. Les choses sérieuses peuvent commencer. Allez, tape, c'est parti. Allez, allez, allez.
c'est bon. Allez. Après plus d'une heure d'effort, les étalons sont à destination. Un petit temps de restauration sous le regard des enfants et le DTN donne les consignes du retour. Ça fait 1 minute d'intervalle. Et là, maintenant, c'est pas votre compagnie. Donc, organisez-vous avec le milieu là. Et puis, après le vent, c'est-à-dire que vous avez le vent en face. Donc, composez avec. Les étalons, comme à l'aller, se dépensent sans compter. Il est 12h45, les étalons sont de retour à leur lieu d'hébergement. Le directeur technique national, Martin Sawadoko, fait le bilan de la journée. Le bilan est très positif à mon sens, parce que ici, ce sont des séances d'entraînement à thème. Aujourd'hui, nous recherchons la vitesse et surtout la résistance. Même discours chez les acteurs à l'image de Paul Domo. Ah, ça fait vraiment du bien aux jambes. C'est des kilomètres dont on a besoin pour être au top le jour du championnat d'Afrique. On a fait à l'aller donc les 50 km des séries d'accélération, des sprints pour simuler au fait une situation de course, voilà, où on devrait répondre à un certain nombre d'attaques. Pour Mathias Sorgo, vainqueur du Tour du Faso 2018, le Burkina Faso doit gagner des médailles d'or en Égypte. L'objectif, c'est vraiment cette année, c'est ramener au moins des médailles d'or. Voilà, c'est vrai que les années passées, on a fait l'effort d'avoir des médailles de bronze. Et je pense qu'avec l'encadrement technique, l'équipe qu'on a aujourd'hui, vous voyez que c'est composé de U23 et des anciens. Voilà, donc il y a l'expérience, et puis il y a l'énergie, et puis il y a la fraîcheur aussi qui est là. Il reste une dizaine de jours de préparation aux étalons avant le départ pour le pays des pharaons. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête. Merci de nous avoir suivis. Je serai très ravi de vous retrouver demain pour d'autres actualités. D'ici là, portez-vous bien et restez fidèles à nos programmes. Bonsoir.